Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous propose aujourd'hui de jeter un coup d'œil dans le rétro et de parcourir ensemble les grands dossiers qui ont marqué l'année 2019. 2019, une année importante pour le Centre d'action laïque puisqu'il a fêté ses 50 ans, l'occasion de rappeler le caractère universel de la laïcité. 2019, une année importante aussi en termes éthiques. Il y a eu des avancées sur l'IVG, sur l'euthanasie notamment. 2019, c'est aussi la montée de l'extrême droite et des populismes de tous bords, un peu partout en Europe, un repli sur soi qui ne peut que nous inquiéter. Et pour commenter tous ces dossiers, donc ces grands dossiers d'actualité de 2019, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Henri Bartholoméussen. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président du Centre d'action laïque. Alors avant de commenter ces dossiers, j'ai envie de vous demander quel serait pour vous le mot qui illustre l'année 2019 et pourquoi? Si je devais retenir un mot pour illustrer, comme vous dites, ou symboliser le millésime 2019 en cette fin d'année, je choisirais le mot paradoxe. Paradoxe. Paradoxe parce que, à un moment où l'humanité prend conscience d'un destin commun, à un moment où l'universalité se décline à l'échelle de la planète, je dis bien dit la planète, une planète finie et réduite, au moment où nous avons besoin vraiment de modernité, de laïcité, de lumière et de cosmopolitisme, simultanément nous voyons émerger des courants de pensée, des courants d'expression, politiques, religieux, parfois politiques et religieux, qui tentent à une radicalité extrême. Une radicalité extrême qui vise le repli identitaire, qui vise l'exclusion de l'autre, et qui sont généralement portés par des personnalités qui ont le pouvoir, mais des personnalités que je qualifierais de médiocres, qui tentent d'éliminer le débat, le discours, à travers des techniques qui sont régulièrement les mêmes. Le recours, je dirais, au sarcasme, au tweet, à l'insulte, à la menace même, des personnalités qui, finalement, font tout pour éliminer le débat en dénonçant, en quelque sorte, la trahison des élites, qui, par hypothèse, seraient fomentées en complot contre les populations, contre les plus faibles. Personnalités qui, précisément, sont sans doute les plus porteuses de cette difficulté, en tout cas, de cette suppression de la réflexion au sein de la société civile. Donc voilà, c'est un paradoxe. On cite souvent, bien sûr, des personnalités politiques comme Erdogan, comme Trump, comme Orban, comme Johnson même. Mais il ne faut pas aller si loin. En Belgique, par exemple, nous avons des courants de pensée, des courants politiques, parfois politico-religieux. Je pense à certains partis qui font un hold-up sur les questions éthiques aujourd'hui, qui veulent en priver le débat au Parlement et qui en font une condition de participer à des gouvernements, par exemple. Oui, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant, effectivement. On peut parler du CDNV, hein, parce que... Oui, mais donc on voit bien effectivement là qu'il y a une tentation terrible d'éliminer le débat au profit de particularismes que l'on veut imposer à tous sous forme de loi. Alors, on va commencer à retracer ces grands dossiers avant de creuser certains points déjà que vous avez abordés. Mais le premier grand dossier pour la laïcité organisée, évidemment, en 2019, c'était les 50 ans. Les 50 ans du Centre d'action laïque. Il y a toute une série d'activités qui ont été organisées au fur et à mesure de l'année, et notamment un grand événement à Liège, à la Cité Miroir, en octobre dernier. Alors, avant d'en discuter, je vous propose de voir un petit sujet qu'on avait consacré à l'époque à cet événement. La laïcité est un idéal de concorde de tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions spirituelles. Certains croient en Dieu selon différentes confessions, d'autres sont humanistes, athées, d'autres encore sont humanistes agnostiques, c'est-à-dire suspendent leur jugement sur l'au-delà et sur l'existence de Dieu. Comment faire vivre ensemble ces personnes? La réponse va de soi. Il faut que le cadre juridique et politique qui permet de faire coexister toutes ces personnes qui ont des différences de conviction soit indépendant de chacune de ces convictions particulières. Et
c'est cette indépendance qui va fonder l'universalité. Un État laïque est tourné vers l'intérêt général. La laïcité qui est devenue sans doute plus que jamais une nécessité d'un point de vue démocratique, mais aussi du point de vue du vivre ensemble. Bon, malheureusement, c'est aussi un concept qui est récupéré par des forces politiques, y compris d'extrême droite, donc qui mérite d'être clarifié et d'être porté fièrement par les forces démocratiques. Oui, alors l'Europe, elle est divisée sur beaucoup de sujets, mais elle l'est aussi sur la question de la laïcité. Donc on ne pourra pas faire un modèle européen, mais ce que l'on peut faire, et c'est je crois que le sens de cet appel qui a été lancé à Liège, c'est que tous les démocrates, tous les pays et les gouvernants à un moment, puissent s'inscrire dans une démarche commune, au-delà de nos traditions, de nos histoires et des places des différentes religions, pour que les principes de laïcité soient portés partout en Europe. Alors, François Hollande l'évoquait un peu à la fin, donc il y a un appel qui a été lancé à la fin de ces 4 jours de festivités, de conférences à Liège, l'appel de Liège qui rappelle vraiment le caractère universel de la laïcité. Alors, en quoi finalement la laïcité, elle est universelle ? Mais on l'a vu, donc d'abord c'est une invitation à l'adresse des gouvernements, des parlements et des constituants de tous les pays du monde à, je dirais, défendre ce principe de laïcité dont le caractère universel se comprend par le fait qu'il s'adresse à chacun. Il garantit pour chacun et chacune, pour le dernier d'entre nous, je dirais, les libertés fondamentales, qui sont des libertés individuelles. Et c'est parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous, à chacune et chacun, quelle que soit son origine, sa religion, son appartenance politique, ethnique, nationale, quelles que soient ses différentes identités, elle doit lui garantir sa liberté de conscience, sa liberté de religion, sa liberté d'examen, sa liberté de pensée. C'est un droit fondamental, c'est le corollaire de tous les droits fondamentaux. Et puisque ça s'adresse à chacun et à chacune, quel que soit le lieu ou le temps dans lequel il vit, effectivement, on peut en décliner le caractère universel. Et c'est vrai que Arnaud Zaccaril disait parfois certains partis, notamment les partis d'extrême droite, ont un peu détourné ce principe de laïcité. Pour vous, c'est important aussi de le clarifier, de faire œuvre de pédagogie finalement sur ce principe. Exactement, c'est un principe. Tous les ennemis de la laïcité, au fond, s'empressent de flouter le principe. Et comment s'y prend-on ? Eh bien, on le connote, on prétend que le principe de laïcité doit être connoté. C'est le discours d'un certain nombre de théologiens aujourd'hui qui ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer, en tout cas de suggérer que la laïcité serait anti-religieuse. C'est tout le contraire, on l'a compris. La laïcité garantit la liberté des religions, le droit de croire, de ne pas croire ou de n'avoir aucune religion. Mais d'autres, comme l'extrême droite en particulier, s'emparent du principe à leur tour, pour faire de cette laïcité une sorte de principe de civilisation qui aurait la vertu de se défendre contre le barbare, l'autre, le différent, celui qui ne défend pas les valeurs communes. Ce sont deux manières tout à fait détournées de supprimer le contenu du principe. Et il y a une phrase que j'aime, que j'emprunte à Régis Debray et que je répète à l'envi, c'est qu'en matière de laïcité, je dirais, le flou nourrit les loups. Et nous ne sommes pas là pour nourrir les loups. Si nous voulons que la laïcité conserve ce caractère universel, il lui faut une définition univoque et non pas équivoque, une définition d'invariance. Alors, cet appel de Liège, donc il a été signé par des milliers de personnes, de personnalités et de citoyens de tous bords. Vous pouvez d'ailleurs vous le retrouver sur le site 50ans.laïcité.be. Vous pouvez le lire et on vous invite évidemment à le signer. Alors, il a aussi été traduit en plusieurs langues parce que l'idée, c'est vraiment qu'il soit porté par un maximum de citoyens européens, voire au-delà. Oui, à partir du moment où il a un caractère universel, ce principe, c'est à l'échelle de l'humanité qu'il doit pouvoir être défendu, c'est ce que je commençais par dire.
Et donc oui, vous dites des milliers de citoyens en quelques semaines, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que là où certains veulent en faire un principe, je dirais, occidental, franco-français à la limite, ou belgo-belge, on voit que 42 nationalités ont déjà souscrit au principe. C'est dire s'il a une véritable vocation humaine. Oui, et il défend évidemment toute une série de principes. D'ailleurs, on va continuer à en parler peut-être avec la deuxième thématique que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est que finalement, en tant que principe qui nous aide à vivre ensemble, évidemment, la laïcité, elle tient à éviter le repli sur soi. Or, on l'a vu avec les résultats des dernières élections, il y a un vrai repli sur soi en 2019, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe. Alors, sur cette thématique, je vous propose de revoir deux extraits donc, de deux émissions différentes que nous avons diffusées. Une première était ciblée sur l'état de droit en Europe. Une deuxième, c'était un extrait d'un documentaire VNU, où on a suivi pendant un an des hébergeurs de migrants. Et les deux personnes qu'on a gardées dans cet extrait nous expliquent un peu pourquoi, selon elles, il y a cette montée de l'extrême droite. Alors, il y a les grandes villes où il se passe des choses, et puis il y a une myriade de petites villes, et la Hongrie est un pays, c'est vraiment un idéal type, parce que vous avez Budapest, et puis vous avez toute une série de petites villes de 50 000, 80, 100 000 habitants, dans lesquelles il ne se passe rien, dans lesquelles les jeunes sont partis soit à Budapest, soit à l'étranger, et je pense que ces personnes se sentent abandonnées. Mais je pense que ce sentiment-là, on le connaît en Europe occidentale, aussi. Si vous voyez les grands pays comme l'Allemagne, la France, parlons de la France puisque c'est un pays qu'en Belgique francophone on connaît bien, les petites villes sans hôpitaux, sans maternité, où les services publics disparaissent petit à petit, où les écoles ferment, où il n'y a plus vraiment d'emploi, les personnes ont là un malaise qu'ils expriment en votant pour des leaders populistes. Voilà, auxquels les populistes répondent bien, évidemment. Évidemment, parce qu'ils ont une réponse. La force des populistes. Le problème, c'est l'Europe. La force des populistes, c'est évidemment de trouver des réponses simples et rapides. Or, les problèmes sont complexes et mettent du temps à être résolus. Moi, je suis étonné au niveau du vocabulaire. La criminalisation de ce problème, qui n'était pas criminalisable, tout simplement, mais le vocabulaire a changé. Et donc, on a utilisé des mots, les politiques ont sciemment utilisé certains mots pour que les gens disent « Mais non, mais c'est normal qu'ils soient en prison, ils sont criminels. » Puis ils disent « Mais non, ils ne sont pas criminels, ils n'ont pas de papier, c'est tout. » Ah bon, c'est juste ça le problème. et au plus on laisse pourrir la situation, au plus l'extrême droite peut s'en servir. Parce que le problème n'est pas géré. Donc oui, ça pose problème. Alors, on l'a vu dans le sujet, Jean-Michel de Waal disait l'extrême droite, elle apporte des réponses simples et rapides, alors que finalement, apprendre à vivre ensemble, c'est complexe et ça se fait dans la nuance. Mais certainement. Donc l'extrême droite se fonde essentiellement sur des courants très conservateurs, le contraire de la modernité en quelque sorte. Et le mouvement conservateur a ceci de particulier, c'est que hier était meilleur qu'aujourd'hui, et aujourd'hui sans doute meilleur que demain. On a tendance donc à pilariser, à dualiser la société sur le plan des valeurs et sur le plan des identités simultanément. Alors sur le plan des valeurs, c'est assez clair. Le discours est le suivant: ce qui est bon est généralement vrai, ce qui est vrai est généralement juste, ce qui est juste est généralement beau. On a une sorte de souverain bien où on réduit toutes les valeurs à une seule. Et donc, elle ne peut avoir comme adversaire que ce qui est mauvais, injuste, mal, ou que sais-je encore. Ce qui se défend sur le plan des valeurs se défend également sur le plan des identités. Nous savons que chaque individu est habité par des identités multiples. Nous sommes à la fois, nous avons une religion ou pas de religion, une nationalité, pas de nationalité, un genre, un sexe, bref, beaucoup de choses nous habitent. Et bien là également, on va réduire en quelque sorte l'individu à une seule identité. Et lorsque vous n'avez plus qu'une identité, la vôtre, elle doit forcément s'opposer à son contraire. Lorsque vous avez une valeur ou des valeurs réduites à une seule, la vôtre, elle doit s'opposer à son contraire. Et alors, on arrive dans un monde antagoniste, où le débat n'est plus possible, où la complexité n'est plus possible. C'est un monde fait de blanc et de noir. Et c'est effectivement un discours simplificateur qui, dans des périodes d'inquiétude, dans des
période de grande mobilité sociale et intellectuelle, ont tendance effectivement à, je dirais, à séduire une grande partie de la population. Mais alors, suite aux dernières élections, les territoires de la mémoire ont relancé toute leur campagne autour du triangle rouge. Et vraiment, c'est le symbole de la résistance. Les territoires nous invitent à résister. Résister parce que quoi, ces partis menacent nos libertés fondamentales, qu'on disait, enfin justement, que l'appel de Liège et la laïcité tend à défendre particulièrement. Oui, il n'y a pas de dignité humaine sans autonomie pour la personne. Il n'y a pas de dignité, pas de liberté véritable sans capacité de choisir. Or, il est temps de décloisonner en quelque sorte dans la société civile, de décloisonner à la fois les savoirs, les convictions, les croyances, pour permettre un débat libre dans le respect absolu des personnes. C'est ça l'enjeu. Et donc, si vous avez effectivement affaire à des personnes en pleine autonomie majeure, susceptibles de faire des choix de manière autorisée selon leur propre entendement, vous émancipez la société dans son ensemble et vous permettez de remplir les conditions de la véritable démocratie. On ne choisit pas son bulletin en fonction d'une autorité qui serait supérieure, qu'elle soit politique ou religieuse, on la choisit en fonction de son propre entendement. Oui, et c'est vrai que vous parliez des identités. Je pense que le cas, par exemple, des migrants, là, on identifie effectivement le migrant n'est plus qu'un migrant et on ne voit pas toutes les autres caractéristiques qu'il y a autour et le fait que c'est une personne. Exactement. On ne voit plus en lui un alter ego, un être humain. Ouais. On voit simplement un migrant et habité par des valeurs qui ne font forcément pas les mêmes que la vôtre, de toutes vos valeurs réduites à une seule. C'est terrible parce qu'effectivement, c'est dénaturer l'humanité dans son ensemble. Je dirais même les mammifères supérieurs aujourd'hui ont compris ce que c'était que l'empathie, la solidarité, et donc on nous ramène à quelque chose qui est encore inférieur à l'humanité en faisant de l'autre quelqu'un qui nous est complètement étranger, qui n'est pas humain en quelque sorte. Or, la laïcité, c'est le principe selon lequel on doit défendre la personne humaine. Quand je dis la personne humaine, c'est avec une intention. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'embryon, qui n'est pas titulaire de droits et d'obligations. Ce n'est pas la société, une société ou une communauté qui serait humaine parce qu'elle n'est pas, elle, titulaire de droits individuels. Ce dont je parle moi, ce sont vraiment des individus. Vous ne pouvez pas, au nom de l'ensemble, même d'un bonheur fut-il collectif, je dirais, vous désintéresser de la personne, du dernier d'entre nous. Alors, vous avez parlé un peu d'embryon, donc j'ai envie d'enchaîner avec évidemment un sujet qui a fait l'actualité ces dernières semaines, c'est la dépénalisation totale de l'avortement. Il y a toute une série de partis, donc le PS, la SPA, DEFI, le PTB, MR, Ecolo Groen et Open VLD, qui se sont mis d'accord sur une proposition de loi pour vraiment sortir l'avortement du code pénal. Alors, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose de positif. C'est évidemment un combat que le Centre d'action laïque porte depuis très longtemps. Et en même temps, on voit qu'il y a encore des freins dans toute une série de partis et des conservatismes religieux qui restent importants. Mais oui, nous considérons que l'interruption volontaire de grossesse est un droit fondamental pour la femme, son droit de disposer de son destin, de l'architecture de sa vie, de son corps. C'est un droit individuel. Et donc, on ne voit pas en quoi ce droit, subitement, devrait se transformer en délit. Et un délit qui, lorsqu'il est accompli, entraînera une deuxième conséquence extrêmement dramatique pour la femme qui a déjà cette expérience malheureuse à subir, c'est effectivement de lui promettre la prison. C'est inconcevable au XXIe siècle. Et ce qui est encore plus inconcevable, c'est ce que j'évoquais en début d'émission, c'est que certains partis religieux vont jusqu'à conditionner leur appartenance à un gouvernement par le hold-up sur le débat. Donc on sort vraiment du système démocratique, on sort du système de l'état de droit pour effectivement s'approprier en quelque sorte, au nom d'une religion, d'une morale singulière, particulière, je dirais, la puissance publique de la loi et l'imposer à tous et à toutes. Nous n'avons jamais dit que l'interruption volontaire de grossesse était une obligation. Donc ceux qui ne veulent ou celles qui ne veulent pas y recourir sont libres bien sûr de ne pas y recourir au nom de leur morale particulière, mais on ne peut pas exiger de l'ensemble de la population, qu'elle soit contrainte en quelque sorte, soumise au diktat d'une morale particulière. Mais c'est vrai que, par exemple, je reprends de nouveau les mots de l'appel de Liège où vous dites, enfin, où il est mis dans l'appel, l'appel nous invite à être vigilants sur les progrès éthiques, à ne pas les considérer comme acquis. C'est vrai quand on voit ces discussions qui ont lieu au Parlement en commission justice, on a l'impression quand même que pour certaines personnes, pour certains députés qui étaient présents, on remettait en cause le principe même de l'avortement dans ces discussions. Donc ça veut dire que ça va loin. C'est pas juste remettre en cause des nouvelles propositions de loi, mais vraiment remettre en cause le principe. Vous avez parfaitement raison, ça fait l'objet d'une stratégie que l'on découvre pas à pas, puisque je me souviens qu'en 2015, on est arrivé à pas menu pour suggérer effectivement d'accorder la personnalité juridique au fœtus, en lui donnant un nom, un prénom, en l'inscrivant dans le registre de l'état civil.
Donc on craignait déjà à ce moment-là, je dirais, la démarche à peine voilée, de dire un jour, ben, l'interruption volontaire de grossesse ne sera désormais plus un crime ou un délit contre l'ordre des familles, mais un crime contre les personnes. Et donc, à ce moment-là, au Centre d'action laïque, nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous avons dit, ben, si les intentions sont pures et que le souhait est vraiment de permettre à certaines personnes de faire leur deuil d'un fœtus, allons jusqu'au bout du raisonnement, accompagnons alors les dames qui ont perdu un embryon, qui ont fait une fausse couche, d'être assistés socialement, psychologiquement, médicalement, plutôt que de leur promettre, je dirais, une sanction encore plus forte. Oui, finalement, c'était des mauvaises réponses à un vrai problème. Quoi. Nous n'avons pas été entendus et la suite a montré qu'effectivement, lorsqu'il s'est agi de dépénaliser complètement l'avortement, on nous a promis de le sortir du code pénal, mais de le réintroduire dans une loi pénale particulière, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Oui, c'est la loi qui a été adoptée l'année passée, effectivement, qui a toujours cours aujourd'hui. Juste peut-être un dernier mot là-dessus, sur ces thèmes éthiques. Alors évidemment, on voit qu'il y a des freins, mais il y a quand même aussi, on voit qu'il y a des avancées. On voit qu'il y a ce mouvement de toute une série de partis qui arrivent à se mettre ensemble, à faire des coalitions particulières pour faire avancer les dossiers, notamment le dossier euthanasie aussi, où on sent que là, on va pouvoir finalement faire une déclaration anticipée qui sera valable normalement sans limite si ça passe. Donc il y a quand même des avancées, on peut s'en réjouir. Oui, il y a toujours des avancées, mais nous sommes sur un chemin de crête. Nous sommes vraiment partagés, c'est pour ça que j'évoquais la notion de paradoxe. À la fois, il y a une prise de conscience remarquable. On a fait un sondage à l'Université libre de Bruxelles. On sait par exemple que 80% de la population belge se prononce en faveur de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, quelle que soit l'appartenance religieuse, catholique comme autre, comme non-croyant, comme appartenant à une autre religion. Vieux comme jeunes, flamands comme wallons, peu importe, 80% de la population belge s'oppose en faveur de la dépénalisation complète de l'avortement. Et néanmoins, de l'autre côté de cette ligne de crête, vous avez ces courants telluriques, ces courants relativement obscurantistes qui continuent, à travers vents et marées, à défendre une conception particulière et absolue, totalitaire, totalisante, je dirais, de la morale. Alors, vous remarquerez qu'il y a même des intellectuels au nord du pays, notamment des sociologues, qui prétendent que le débat aujourd'hui ne serait plus un débat entre les Lumières et l'obscurantisme, mais un débat entre deux conceptions de l'humanité. Quand on voit les fins et surtout les moyens qui sont utilisés, je me permets d'avoir une opinion contraire. Alors, on va passer à un autre sujet, un sujet qui est aussi vraiment important pour le Centre d'action laïque, c'est toute la question de la justice et de l'emprisonnement. On a beaucoup de conseillers qui travaillent en prison, qui travaillent sur ces thématiques-là. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage qu'on avait réalisé il y a quelques mois sur la justice réparatrice et qui se basait sur une expérience menée au Rwanda. Je suis arrivé ici, le génocide avait détruit toutes les relations. Les relations entre les gens au niveau des villages, au niveau même des familles. Par exemple, dans les familles mixtes, vous avez des hommes ou des femmes qui ont été tués par leurs beaux-frères, leurs beaux-parents et tout ça. J'ai constaté que l'État ne pouvait pas reconstruire les relations entre les personnes, les relations sociales. C'est les gens eux-mêmes qui pouvaient reconstruire les relations. Mais les gens ne peuvent reconstruire les relations que dans la mesure où ils se parlent, il y a des espaces. Et la justice réparatrice, c'est une justice qui va réunir tous les membres de la communauté, tous les membres concernés de la communauté, et comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Refaire l'histoire des conflits, et petit à petit, chacun découvrir sa part de responsabilité pour que petit à petit, cette trajectoire puisse s'unifier, s'harmoniser grâce aux échanges, grâce aux souvenirs, mais également grâce aux autres. Le Rwanda nous a montré que même
dans des pays qui ont connu un tel niveau d'horreur, un tel cataclysme, eh ben, la justice a pu faire un chemin qui était immense à travers les juridictions gachacha, et en se disant de toute manière que le défi futur, c'est de vivre ensemble. Et donc ce n'est pas de se dire que ces gens-là qui ont commis le génocide, on ne va plus jamais les revoir, ou ils vont passer toute leur vie derrière les barreaux. Le défi, il est là, il est dans le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on va faire quand ces gens-là vont sortir de prison et qu'ils devront revivre aux côtés des personnes qu'ils ont massacrées? Mais nous, en Belgique, c'est la même chose. On oppose toujours victime et auteur. Mais après que la justice, peut-être que la peine a été prononcée, et là, il faut se poser la question de la sens de la peine, mais l'important, c'est de rétablir le lien. Parce que si vous restez dans l'exclusion, celui qui est exclu n'a plus rien à perdre et est là, quelque part, en opposition et peut-être en agression par rapport, évidemment, à l'ensemble de la société, avec, évidemment, la récidive à la clé. Alors, j'avais envie de vous faire réagir sur la fin du sujet où Damien van der Merch nous dit que finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans une justice et surtout un emprisonnement qui retisse du lien, qui permet de travailler sur la réinsertion. Et donc, on a un risque de récidive. Sur le sens finalement de l'emprisonnement et sur le sens de la peine, j'imagine que c'est quelque chose, vous aussi en tant qu'avocat, sur lequel vous estimez qu'il faut travailler aujourd'hui. Certainement. L'État de droit doit à ses citoyens la sécurité, incontestablement, et elle y arrive, donc elle le protège des crimes et délits, elle y arrive par la prévention. Lorsque la prévention n'a pas rempli son rôle, on passe à un deuxième stade qui est celui de la violence, qui est le fait de la force publique. C'est une violence légitime, qui protège, qui est censée garantir la société. La prison aujourd'hui, l'incarcération est donc une violence incontestablement, mais une violence légitime tant qu'elle est circonscrite à sa plus simple expression, tant qu'elle est nécessaire, indispensable, je dirais, à cette sécurité publique. Aujourd'hui, malheureusement, la prison ne remplit plus cette fonction. Elle ne la remplit pas parce que d'abord, elle ne protège pas. On voit, comme il a été dit, que la prison est une école de la récidive, et donc à terme, c'est une bombe à retardement. Et en plus, elle ne resocialise pas non plus la personne qui est incarcérée. Car lorsque vous rentrez en prison, vous quittez l'état de droit littéralement. La Belgique se fait régulièrement condamner par les instances internationales pour les conditions dans lesquelles on maintient aujourd'hui les personnes frappées de détention, d'une manière ou d'une autre. Les conditions d'hygiène, de santé, de dignité, de promiscuité sont telles qu'on est dans un sous-monde. C'est absolument intolérable et aucune voix ne s'élève car il est plus facile de cultiver les passions tristes de la société qui voit là un mécanisme de vengeance ou de peine plutôt qu'un mécanisme de resocialisation. Depuis Beccaria au XVIIIe siècle, nous savons que la peine, et en particulier la peine de prison, n'a aucune valeur exemplative. Et ça n'empêche pas effectivement le monde politique de ne pas s'en soucier. On préfère construire, on construit des prisons. Le gouvernement a été instruit sous le précédent gouvernement d'une modification du code pénal, du code de procédure pénale pour modifier les choses. C'est une perspective qui n'a pas retenu, malheureusement. Oui. Alors, on arrive malheureusement déjà à la fin de l'émission, mais j'ai quand même envie de terminer par un appel à la jeunesse. D'ailleurs, alors je reviens sur ce fameux appel de Liège, mais il termine en disant « Le monde de demain appartiendra à la jeunesse d'aujourd'hui. Protégeons les conquêtes du passé et promettons-lui un avenir. » Cet appel à la jeunesse et cette formation des jeunes pour qu'ils deviennent peut-être de meilleurs citoyens, ça va se faire comment? Par la philo peut-être, les cours de philosophie et citoyenneté qui ont été soutenus beaucoup par le Centre d'action laïque. Ah, mais c'est une des justifications de notre débat, de notre bataille, de notre combat pour les cours d'éducation à la citoyenneté et à la philosophie. Surtout à la philosophie, je dirais. Je préférais le terme instruction plutôt qu'éducation à la citoyenneté et à la philosophie. Mais oui, il faut permettre aux enfants qui arrivent à l'école de sortir de leur contexte, de leurs particularismes sociaux, familiaux, pour rencontrer l'altérité, pour s'ouvrir au monde et pour apprendre le débat. Parce que sans débat, vous tombez dans l'antagonisme et vous tombez dans la guerre. Donc voilà le message, la perspective que nous imaginons pour la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne pas de se cultiver sur le rêve de leurs parents, mais de se construire les propres tous ensemble. Je pense que c'est un mot de la fin qui est parfait. En tout cas, un grand merci Henri Bartholoméisen. Je pense aussi que c'est le moment de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et déjà une bonne année 2020. On se retrouve l'année prochaine.